Bonjour à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre du coup. Alors, la stratégie digitale, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment en fait un ensemble de choses qui doivent s'unir de façon idéale pour pouvoir faire une sauce parfaite. C'est comme si vous vouliez faire un gâteau, mais que vous mélangiez dans les pinceaux dans les ingrédients. Ben, si vous ne mettez pas dans le bon ordre les choses, à la fin, ça ne donne peut-être pas le gâteau qu'on voulait. Donc voilà, ça ne donne pas toujours un mauvais gâteau, mais en tout cas, ça ne donne pas forcément le gâteau qu'on voulait. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment on peut faire et dans quel ordre vous pouvez avancer pour mettre vos pions finalement, pour arriver à une stratégie digitale parfaite et avoir réellement un ensemble d'éléments et d'outils qui sont réellement efficaces et réellement utiles aussi. Alors, ce que je vais vous expliquer, c'est ce que j'expliquerai si c'est déjà arrivé, par exemple, que FlexVision crée de toutes pièces une agence immobilière pour des clients. Elle n'est pas à nous, l'agence, mais qu'on crée avec les gens qui veulent ouvrir une agence, vraiment une agence idéale. Et donc, comment on avance pour construire cette agence, pour qu'elle se développe et qu'elle soit finalement très connue. Il y a des choses à faire dans l'ordre. On ne fait pas tout en même temps parce qu'on ne peut pas se concentrer aussi bien sur les éléments principaux si on essaie de lancer 15 choses à la fois. Donc, on va voir dans quel ordre faire les choses et comment faire pour que ce soit vraiment idéal. Alors, je vous partage mon écran et on va commencer. Alors, on va vraiment commencer étape par étape. Donc, vous étonnez pas si on passe vraiment par des phases qui sont des débuts, mais c'est vraiment très important. Et si vous êtes beaucoup plus avancé dans votre stratégie digitale, vous inquiétez pas non plus parce que ça va vous permettre aussi de vous poser les bonnes questions pour savoir si vous avez tout bien fait dès le départ et si vous pouvez corriger certaines choses qui n'ont pas été bien faites. Alors, l'étape 1, c'est une étape que les trois quarts des agences oublient complètement. C'est de déterminer une audience, en fait. Généralement, quand j'arrive dans une agence et que je leur dis votre audience, c'est quoi? Alors, on me dit une ville ou alors on va pas savoir, en fait, très clairement déterminer quelle est vraiment l'audience de l'agence. Alors, par exemple, donc, il y a deux cas, forcément. Soit de vous débuter. Et donc là, vous allez réellement d'abord devoir choisir ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez vous cibler sur la clientèle de luxe? Dans quelle région voulez-vous vous centrer? Qu'est-ce que, du coup, sur base de ces choix-là, on va déterminer vraiment ce qu'on appelle des personas, donc enfin des personas en pub. Ce sont vraiment les images. On leur donne des prénoms, par exemple, on va dire il va y avoir Jules, c'est quelqu'un qui a 40 ans, qui a déjà acheté un premier appart et qui veut le revendre pour acheter une maison, etc. etc. Et on va déterminer comme ça X personas. Chaque fois, on va donner aussi leur budget, leur centre d'intérêt, etc., etc. Ce qui va nous permettre finalement de constituer un mode de communication. Alors, en quoi c'est important? C'est très simple. Par exemple, imaginons que vous soyez, vous êtes quelqu'un plutôt avec un niveau de vie élevé et pourtant, votre cœur de cible, c'est vraiment les petits budgets dans une ville, dans une région, par exemple, qui n'est pas réputée comme étant très éduquée, par exemple. Alors, je schématise, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais si on part sur ce principe-là, est-ce que votre communication doit vous ressembler ou doit leur ressembler? Forcément, ça doit leur ressembler à eux et inversement. Si, par exemple, vous n'êtes pas très bling-bling, mais que votre audience est très bling-bling, votre communication va devoir être bling-bling, même si vous ne l'êtes pas. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que vous devez réellement comprendre et connaître votre audience à la base avant de commencer à construire toute votre image, parce que sinon, vous allez être complètement à côté de la plaque. Si vous faites une image, alors je vais parler crûment, pardonnez-moi, mais appelons un chat, on ira 10 fois plus vite. Si votre clientèle, c'est une clientèle de gentils beaufs moyens,
vous n'allez pas leur faire un site hyper élégant, hyper léger, parce que ça ne va pas leur parler. Ils seront certainement plus attirés par un site avec des belles couleurs, bien flashy, etc., que par votre site où, par exemple, il y a 50 milliards de textes, etc. Par contre, si par exemple votre clientèle est plutôt dans tout ce qui est notable, dans tout ce qui est, par exemple, si vous avez une majorité d'universitaires, etc., là par contre, vous pouvez y aller et vous lâcher dans les textes parce qu'ils les lisent. Ça va vous faire vraiment deux effets complètement différents. Donc, vous devez déterminer votre audience. Si vous débutez, vous pouvez carrément la choisir, votre audience. Ça, c'est bien. C'est pratique de se dire, OK, je peux choisir mon audience. Alors, bien sûr, elle va quand même être déterminée par la zone où vous travaillez. Hein, vous n'allez pas avoir la même clientèle si vous êtes dans un quartier populaire ou dans un quartier réputé comme très cher, par exemple. Vous n'allez pas avoir la même clientèle, mais par contre, vous pouvez vraiment déjà choisir votre clientèle. Alors, et c'est très important aussi de vous limiter à une clientèle parce que vous avez toujours l'impression, c'est le constat que je fais avec toutes les agences, on a l'impression que vous voulez toucher tout le monde et c'est une erreur. Vaut mieux aller chercher uniquement tous les gens qui correspondent à votre audience plutôt que d'essayer de l'étendre au maximum et du coup, vous vous perdez dans la façon de parler, etc., puisque vous vous adressez à des gens trop différents. Mais on va y venir un petit peu plus loin. Alors, si par contre, vous êtes déjà installé, que vous avez déjà une agence claire, etc., comment est-ce que vous allez déterminer votre audience? On va la déterminer par l'analyse des statistiques. C'est la chose la plus importante. Et il y a plein de fois où j'arrive dans des grosses agences et où je dis, OK, est-ce que je peux voir votre Google Analytics? Et on me dit, ah non, mais ça, on n'a pas accès, nous. Pour moi, c'est waouh! C'est comme si vous essayiez de conduire une voiture sans volant. Il n'y a pas d'autre comparaison. Donc, c'est pas normal de ne pas avoir accès à vos statistiques et de ne pas vous y intéresser parce que c'est la clé de plein de choses. Donc, vous allez analyser vos statistiques et sur Google Analytics, par exemple, vous aurez vraiment précisément un cadre précis de la personne qui vous suit. Elle a quel âge, elle habite où, qu'est-ce qui l'intéresse sur votre site, etc., etc. On va pouvoir dessiner son portrait via Analytics, mais aussi via, si vous avez déjà des réseaux sociaux, les statistiques de vos réseaux sociaux. On va analyser les statistiques et de l'un et de l'autre, faire un mix de ça et tirer des personas précis. Et on va vraiment hors de ça. Vous savez que dans Google Analytics, par exemple, vous pouvez voir les centres d'intérêt de votre audience, hors immobilier. Donc, vous allez voir, par exemple, que vous avez 80% d'amateurs de foot. Vous saurez qu'avec votre 80% d'amateurs de foot, vous êtes absolument obligé de faire de la communication sur la Coupe du Monde, même si ça ne vous intéresse pas, puisque vous savez que votre audience y est vraiment, vraiment attachée. C'est la même chose. Vous verrez, par exemple, certaines agences ont 60% de fans de mode. Bon, c'est souvent parce que les agences sont très suivies par les femmes. Vous savez que si c'est la semaine de la mode, faites un post, parlez-en. Voilà, on verra ça après. Donc, vous devez vraiment, premièrement, déterminer votre audience, avoir quasiment un tableau avec vos personas précis et les garder en tête. Parce que quand vous les oubliez, vous vous égarez complètement dans votre communication. Alors, la seconde étape, c'est d'avoir une vraie charte graphique. Je sais que pour le moment, vous êtes en train de vous dire: «Oh oui, mais ça, j'ai». Non, vous avez la plupart du temps un logo. C'est pas la même chose du tout, du tout, du tout. Une vraie charte graphique, en fait, déjà, quand on crée une charte graphique, on la crée en fonction de ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire de vos personas. On ne va pas créer, si on veut faire quelque chose de luxueux, on ne va pas faire du rouge vif, par exemple. Je suis navrée pour ceux qui font dans le luxe et qui ont du rouge vif. Ça ne correspond pas particulièrement à votre clientèle. Le vert peut, dans certains cas, s'il a une consonance écologique, et encore, ça ne peut pas être n'importe quel type de verre, etc. Enfin, ça, c'est une question de graphiste. Les graphistes s'y connaissent très, très bien là-dedans. Le bleu peut rentrer en ligne de compte et encore certains bleus. Évidemment, le doré, le blanc, le noir. Pour tout ce qui est luxe, le gris aussi. Certains roses pâles si votre public est très féminin. Enfin, voilà. Donc, on va vraiment déterminer les couleurs, mais aussi les polices.
en fonction de votre cible à vous, pas en fonction de vous. Et c'est l'erreur que vous faites la plupart du temps. C'est par exemple, vous êtes dans un quartier super populaire, mais vous habitez dans un quartier super huppé. Et donc, vous faites un site qui vous ressemble à vous. Et vous allez faire un site finalement très élégant, très classe, etc., qui ne va pas du tout parler à votre audience. Ça, c'est une erreur typique. Donc, vous devez réfléchir à votre charte graphique en fonction de votre cible. Et qu'est-ce qu'on trouve dans une charte graphique? Pas un logo, loin de là, loin de là. Un logo, c'est un détail dans tout ça. Enfin, c'est un détail très important, mais c'est un détail. On va d'abord trouver forcément le logo, mais aussi le logo dans toutes ses déclinaisons. C'est-à-dire qu'on va clairement établir comment le logo peut être utilisé. Est-ce qu'on peut le réduire? Jusqu'à quel point on peut le réduire? Est-ce qu'on peut le mettre sur un autre type de fond? Sur quel fond il est autorisé? Etc., etc. Alors, on va aussi déterminer des polices. Les polices devront être respectées sur toute votre communication, c'est-à-dire sur tout ce qui est impression, c'est-à-dire sur tout ce qui est panneaux publicitaires, sur tout ce qui est presse, etc., etc. Alors, on va aussi avoir des règles d'utilisation très précises. On va expliquer, par exemple, que dans une charte graphique, on peut retrouver tous vos outils papier et expressément déterminer comment vous pouvez les utiliser. C'est-à-dire que vos cartes de visite, ça peut être ça, mais ça peut éventuellement être ça ou ça ou ça. Mais pas, on ne sortira pas de cette charte graphique, c'est-à-dire que si vous avez, je ne sais pas moi, une nouvelle employée qui débarque et qui subitement, elle veut des cartes de visite rondes, alors que dans votre charte graphique, il a été déterminé que vos cartes de visite auraient telle forme, eh bien, c'est non, parce que vous devez garder une cohérence. Votre image, elle est entièrement liée à votre charte graphique. C'est-à-dire que si vous sortez quelque chose de ça, vous perdez le public concrètement. Alors, par exemple, j'ai vu déjà des agences qui ont un logo bleu, par exemple, d'un certain bleu, et tout leur site web, il est fait avec un autre bleu. Ça n'a aucun sens non plus. Les gens qui ont reçu votre carte de visite d'un certain bleu, quand ils arrivent sur votre site web, si ce n'est pas exactement le même bleu, ils ne font pas le lien. L'œil, il est habitué à ça, vraiment. Donc, vous devez rester dans cette charte graphique et lui être fidèle. Ici, par exemple, j'ai pris un exemple. Vous avez donc le logo, sa baseline à côté. Vous allez avoir donc tout ce qui est corporate stationery, c'est vraiment les outils papier. Donc, c'est l'enveloppe, le papier en tête, les cartes de visite. Vous voyez qu'elle est jaune d'un côté, elle est grise de l'autre. Ensuite, vous avez les typographies qui seront autorisées par la marque. Et puis, les couleurs autorisées. Et comme vous voyez, il y a 3 jaunes, il y a 2 jaunes, un gris, et c'est tout. Vos panneaux doivent respecter ces codes couleurs de façon super précise. Il faut que les gens puissent faire le lien entre l'un et l'autre. Alors, je sais que, par exemple, en termes de panneaux, il y a toute cette difficulté de ressortir par rapport aux autres. Et donc, si vous avez un site blanc et noir, peut-être que ça ressortira moins et vous aurez envie de faire des panneaux jaunes fluo. Si vous voulez faire des panneaux jaunes fluo, vous faites un site jaune fluo. Alors, j'ai des clients qui ne respectent pas cette règle. Honnêtement, ça ne fait pas le lien. Quand on voit votre panneau dans la rue et qu'on retrouve votre site, le cerveau ne peut pas faire l'association aisément. Vraiment pas. Alors, on va aussi respecter donc absolument les couleurs et on ne joue pas avec son logo. Combien de fois je vois des gens qui s'appellent, moi je ne sais pas, truc et machin, au début, pendant 2 mois, leur logo c'est écrit en toutes lettres truc et machin, et 2 mois après, ils s'appellent TM. Dites-vous que les gens ne vous connaissent pas encore assez pour ça, hein. Le jour où vous serez, je ne sais pas, vous vendez 300 biens, etc., vous pourrez changer. Et par contre, une modification de logo, ça s'annonce, ça se prépare sur les réseaux sociaux, on en discute même avec le public pour vraiment l'impliquer, sinon il ne reconnaît pas. Coca-Cola, regardez l'évolution en 100 ans, vous verrez qu'elle est mineure, 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 hein. Alors, vous devez aussi répéter vraiment très, très fort votre présence, puisque le public, il doit voir au moins 11 fois votre logo et vos couleurs pour commencer
à le retenir. Donc, évidemment, si vous avez des panneaux dans toute la ville, on vous retient déjà beaucoup plus que si vous avez 3 panneaux sur la ville. C'est évident. Mais par contre, vous allez, par exemple, faire votre publicité. On va mettre beaucoup vos logos dans vos publicités. Vous allez vous dire, oui, mais on le met trop. On ne le met pas trop au départ. Non, tant que vous n'êtes pas hyper connu, non, on ne le met pas trop. Quand, par exemple, vous faites une publication sur vos réseaux sociaux et qu'on ne voit pas votre logo, c'est un non-sens. Hein. C'est un non-sens si on ne vous connaît pas. Ou vos couleurs. Si vous êtes très connu, vous pouvez ne mettre que vos couleurs parce que d'un seul coup d'œil, les gens vont reconnaître votre agence parce qu'il y a un petit peu de la couleur de votre agence et que c'est une annonce de bien, donc on va reconnaître votre couleur. Mais voilà, si vous n'êtes pas encore super connu, votre logo doit être sur vos publications. Et je n'ai pas dit sur vos photos, j'ai dit sur vos publications. Ça peut être par un post à part ou autre. Enfin, il y a plein de façons, on le verra quand on parlera de page Facebook dans une autre formation. Mais en tout cas, vous devez vraiment précisément utiliser votre logo sans le modifier, sans le mettre sur 300 fonds différents, etc. On ne s'emballe pas à aller le mettre une fois sur un fond vert, une fois sur un fond bleu, juste parce que cette semaine, on aime bien le bleu. Alors, tout doit être pensé afin d'être efficace. On ne peut pas s'amuser. Par exemple, vous aimez bien subitement le rose et votre femme, elle aimerait bien avoir une carte de visite rose. Votre agence, elle est verte, votre carte de visite, elle est verte. On s'en fout des goûts de chacun. Je sais, c'est dur. Hein. Alors, au niveau de l'étape 3, c'est à ce moment-là seulement que vous allez créer votre site web. Alors, on peut faire les étapes précédentes en même temps. Hein. Ça arrive qu'on ait quelqu'un qui vient chez nous et qui veut sa charte graphique et son site web en même temps, naturellement. Mais on va devoir créer le site web en fonction vraiment de la charte graphique. Alors, le cas 1, vous débutez. Si vous débutez et que vous débutez sans budget, parce que ça arrive que des gens arrivent chez nous avec, ils ont fait un crédit, ils ont 100 000 € pour leur com et ils vont lancer une agence qui va faire un boom régional. Mais si ce n'est pas votre cas, vous débutez avec un petit budget, on va vous orienter plutôt vers un site template, ce qu'on appelle un site template. J'en ai déjà parlé pour ceux qui ont suivi certaines formations, mais je vais répéter. Un site template, c'est quoi? Ce que vous avez là, c'est un template, ce que vous avez sur l'image. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre votre logo dessus, on va l'adapter à vos couleurs et on va faire au mieux pour que ce soit adapté donc, à vos polices, etc., etc. On va changer quelques détails, mais concrètement, vous ne pourrez pas modifier le fond du site. Alors, ça demande moins de travail pour un programmeur, forcément, puisque la structure est existante et qu'il y a des modifications internes à faire. Par contre, forcément, c'est un site qui ressemble un peu à un autre. Alors, je vous rassure, une fois qu'on fait les modifications de photos, etc. et de couleurs, déjà, on a une sensation de différence assez intéressante. C'est plutôt derrière, au niveau du fonctionnement du site web, de la personnalisation du site web, que vous aurez peu de choix. Et au niveau du référencement, forcément, ce sont des sites qui sont moins travaillés que quand c'est un site qu'on travaille uniquement pour vous. Quand un site est développé uniquement pour vous, derrière, il y a plein de choses qui sont faites. Alors, deuxième cas, vous êtes pro ou vous souhaitez un site à votre image complètement développé. Là, c'est un site qui va être designé par un graphiste, c'est-à-dire qu'on n'aura pas ce template de base. Et donc, vous allez avoir des rendez-vous avec un graphiste, plusieurs, qui vont vous faire vraiment toute une image en fonction de ce qu'ils ressentent de vous, de votre personnalité, de votre charte graphique, etc. Et puis, vous allez pouvoir tout déterminer. C'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir, par exemple, une fiche de bien. Qu'est-ce qu'on voit sur votre fiche de bien? Que fait la fiche de bien? Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Quelle est la taille des photos, etc., etc. C'est vraiment, vous pouvez déjà aller beaucoup plus loin. Alors, c'est évidemment deux sites complètement différents. Il y en a un qui va être totalement personnalisé, l'autre nettement moins.
Vous n'aurez pas, par exemple, sur un site template, la possibilité d'apporter toutes les modifications que vous voulez. Il ne faudra pas vous dire que sur base de votre site template, je voudrais bien rajouter telle fonctionnalité. Si ça se trouve, la programmation de votre site web ne permet pas du tout ce que vous espérez, ou alors ça va vous coûter 3 000 € pour l'installer parce que c'est des jours de développement, parce que votre site n'est pas prévu pour. Bon, ça, c'est la première chose. Il y a des avantages et des inconvénients dans chaque, évidemment. Le gros avantage du site template, c'est le prix. On va tourner aux alentours de 3 000 € peut-être. Et souvent, on les échelonne en mois. Donc, si vous payez ou on fait des abonnements mensuels. Enfin, il y a plein de solutions. Donc, un site template, c'est son prix qui est vraiment sa principale qualité. Comme je l'ai dit, il y a peu de personnalisation et le référencement n'est pas au top du top. C'est-à-dire que pour que le référencement soit au top du top, il faut optimiser l'intérieur de votre site web. Or, là, l'optimisation ne va pas être énorme non plus, sans compter que, comme vous le savez, je l'ai déjà dit dans une autre formation, vous pourrez retourner voir je ne sais plus très bien comment s'appelait cette formation, mais c'était sur le référencement. Un contenu dupliqué, c'est jamais adoré par Google. Donc, le fait qu'il y ait 2 sites les mêmes dupliqués n'est pas non plus hyper exceptionnel. Mais bon, c'est un bon outil de départ et ça vous garantit un site pas cher. Alors, le site personnalisé, c'est un site qui va être développé. Le prix va être tout simplement en fonction de la complexité. Si on doit le lier à un outil que vous avez et qui n'est jamais utilisé par personne, si vous voulez qu'à tel endroit, ça fasse des étoiles et des flammes, etc., etc. En fonction de la complexité de votre site web, le prix va augmenter. Par contre, sa grande qualité, c'est la personnalisation totale. Comme je l'ai dit, vous pouvez tout choisir de A à Z. Vous pouvez même faire des liens entre les pages comme vous voulez, rajouter des formulaires de contact à tel endroit ou à tel endroit. Enfin voilà, ce n'est pas du tout le même outil. Et le référencement va être en fonction de votre programmeur et de votre copywriter, donc de la personne qui rédige votre site web. Oui, souvent, un site template, il vous est livré sans les textes. C'est à vous de les rédiger. Si vous avez un site personnalisé, dans le prix, généralement, vous avez un copywriter qui va rédiger tous vos textes et qui va les modifier pour qu'ils soient bien référencés. Et quand je dis en fonction de votre programmeur, faites quand même gaffe si on vous promet un site entièrement personnalisé pour 5 000 – 6 000 €. Il y a quand même souvent anguille sous roche. Ça veut dire que le programmeur il est allé vraiment très, 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 très vite et que le copywriter est allé encore un peu plus vite. Ce qui veut dire que c'est simple, hein, vous faites le calcul. Généralement, une agence en moyenne travaille dans les 75 € de l'heure et un programmeur coûte en moyenne entre 90 et 120 € de l'heure. Faites le compte. Il est allé vraiment très, très vite, hein, votre programmeur pour 5 – 6 000 €. Donc, ça veut dire que les fonctionnalités derrière, celles que vous ne verrez pas parce que vous ne les comprenez pas, ne sont pas optimales. Et donc, ça signifie que votre site sera moins bien référencé. De mon côté, et franchement, j'essaye pour certains clients de baisser le prix au maximum parce que je sais qu'ils sont limités dans les budgets, etc. Chez nous, un site immobilier qui fonctionne bien et qui est bien référencé en dessous de 10 – 12 000 €, franchement, c'est difficile. Non, on est obligé d'aller trop vite pour rester dans les temps. Et donc, le site ne sera pas aussi bien référencé. Donc, on va laisser tomber un élément ou l'autre pour réussir à rentrer. Maintenant, moi, je le dis à mes clients. Je dis, OK, tu as 8 000 €. Si tu veux, écris tes textes toi-même, par exemple. Ou, je vais lui expliquer qu'on va enlever certaines choses et qu'on pourra les remettre après, peut-être. Enfin, voilà, mais faites quand même gaffe quand on vous propose un site entièrement personnalisé pour un budget vraiment pas élevé. Soit l'entreprise avec laquelle vous signez va faire faillite dans pas longtemps et donc je ne sais pas ce que deviendra votre site, soit méfiance. Souvent, c'est méfiance. Enfin, quoique non, il y a aussi beaucoup les faillites.
Alors, demandez également à ce qu'il y ait la possibilité d'avoir un blog sur votre site. C'est vraiment très important. On va le voir un peu plus loin. C'est vraiment important. Et alors, si vous n'écrivez pas dedans, je ne sais pas, écrivez quatre articles de base pour qu'il y ait au moins 4 articles ou faites-le masquer en attendant, mais que la possibilité y soit et que voilà, ce soit là. Et alors, réfléchissez aussi quand vous faites un site. Il faut se dire que, et c'est une étude confirmée, reconfirmée, reconfirmée, 60% du temps du visiteur est consacré aux photos sur vos annonces. 60%. Hein. Donc, si vos photos sont moches, votre site sera moche. C'est logique. Hein. Un site, souvent, par exemple, on fait votre design et alors votre design est super beau et puis quand vous allez importer vos photos toutes moches, eh ben, ça va être moche par définition. Or, il est tout à fait possible d'avoir de belles photos, même de taudis, je suis navrée de le dire. Bon, ça va être forcément moins beau si vous avez une espèce de ruine, mais des photos bien retouchées, ça change quand même la donne. Donc, pensez par exemple que si vous faites vos photos vous-même de façon amateur, voire comme je le vois de temps en temps avec votre téléphone, s'il vous plaît, signalez-le quand vous faites un site web parce que si on vous fait des espaces comme ça sur votre site web pour les photos et qu'après, on a des photos qui prennent une place gigantesque sur un site qui était prévu pour être beau mais que les photos sont toutes affreuses, ne choisissez pas de faire un site avec des grandes photos. Essayez de limiter la casse un maximum. Alors, après, qu'est-ce que va regarder le visiteur? Il va regarder 20% la description courte, donc l'espèce de petit texte que vous faites généralement dans votre Wise ou autre. Alors, ensuite, 20% de votre description longue, c'est-à-dire, alors en fait, c'est très simple. Hein, il regarde les photos, le visiteur, et puis si les photos l'ont convaincu, il va à la description courte. Et puis, s'il est vraiment intéressé, il va à la description longue. Et là, c'est un peu en fonction de vos desiderata. Certaines agences vont conserver, par exemple, les infos longues pour leur livret. Ou alors elles vont pas mettre de description longue parce qu'elles veulent des appels. Ça, c'est les agences qui veulent absolument des appels qu'elles vont convertir ensuite. Et puis, il y a les agences qui ont déjà beaucoup de travail au niveau du secrétariat et qui vont essayer de n'avoir que des appels qualifiés, donc qui mettent un maximum d'informations sur leur site web qui vont générer finalement moins d'appels, mais des appels vraiment plus qualifiés. Alors, ce qu'il faut comprendre également, c'est que en fonction de votre objectif, vous allez choisir de mettre des choses ou pas dans votre page de biens. Et une chose très importante en communication immobilière que j'ai l'impression que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que votre page de biens, elle ne sert pas qu'à vendre, bien sûr, votre bien. Elle sert avant tout à montrer aux vendeurs ce que vous ferez pour eux. Donc, si votre page de biens, elle est très pauvre, qu'il n'y a aucune option, etc., souvent, le visiteur qui veut vendre sa maison, ben, il va préférer aller sur le site du gars qui propose je ne sais pas moi, un outil pour vérifier combien coûterait le crédit ou bien un outil qui permet de télécharger les plans, un outil qui va permettre de télécharger un livret complet. Enfin, vous voyez un petit peu l'idée. Donc forcément, votre page de biens, elle doit être pensée aussi à orientation du vendeur et pas de l'acheteur. L'acheteur, c'est bien, mais de toute façon, c'est pas ce que vous avez le plus de mal à faire, hein, vendre un bien, on s'en doute. Je répondrai aux questions parce que je les vois qui s'alignent. Je ne vous oublie pas, mais généralement, quand je m'interromps, après, je fais un peu n'importe quoi. Donc, j'y répondrai plutôt à la fin du webinaire. Alors, très important, liez votre site à votre logiciel immobilier. Pourquoi? Parce que ce que vous oubliez dramatiquement, c'est que la base de données, c'est la vie. Votre outil principal, c'est votre base de données. Toutes vos actions doivent viser à faire croître votre base de données. Donc, vos formulaires de contact doivent être liés, vos formulaires de contact sur votre site web doivent être liés à votre logiciel immobilier et toute demande de contact doit se retrouver dans votre logiciel immobilier et vous ne devez jamais perdre l'adresse mail de ce contact, etc., etc., etc. Donc, ça doit être vraiment pensé avec votre logiciel immobilier et pouvoir se répondre.
Alors, étape 4, vous devez aussi créer votre Google My Business correctement. Alors, les objectifs. Si vous ne le faites pas, votre Google My Business, c'est très simple. Google va le faire à votre place. Voire des clients vont le faire à votre place et vont critiquer dans votre Google My Business sans même que vous sachiez que ça existe. Donc, le premier objectif, c'est qu'on puisse vous trouver. Donc, si je cherche agence immobilière Bruxelles, je dois vous voir arriver dans les résultats. C'est la première image, ça s'appelle le local pack. Donc, même si je cherche agence immobilière, normalement, Google va me montrer les agences immobilières les plus proches de ma région. C'est le local pack. Je dois aussi être trouvable sur Google Maps. Est-ce que vous savez le nombre de gens qui se servent de cet outil pour pouvoir se diriger? Si votre adresse n'est pas liée dedans, etc., eh bien, les gens ne peuvent pas venir chez vous s'ils ont décidé de venir chez vous. Ou en tout cas, ils vont devoir trouver votre adresse et puis mettre leur GPS, etc. Normalement, faciliter la vie de vos clients un maximum. Ensuite, vous devez développer votre fiche individuelle. Alors, la première chose, c'est que vous allez, grâce à ça, devoir modérer les avis qui sont sur Google My Business. On ne se pointe pas tous les 6 mois sur sa page Google My Business pour se rendre compte qu'on a 30 avis négatifs et seulement y répondre à ce moment-là, et généralement en se fâchant sur les gens qui ont donné un avis négatif. Non, on répond au quotidien, une fois par semaine, c'est bon, aux avis qui sont déposés sur votre Google My Business. On va aussi pouvoir générer des visites sur votre site web grâce à ça, parce que quand on a fait la recherche sur le local pack, on va cliquer et on va arriver sur votre site web. Ça peut générer des appels si vous avez bien mis votre numéro de téléphone. C'est un petit bouton où il suffit d'appeler. Et ça permet de donner d'autres informations. Donc, vous pouvez noter vos heures d'ouverture. Et il y a même des endroits où vous pouvez ajouter des articles. Alors, je sais que là, on va un peu plus loin. Mais vous pouvez même ajouter, par exemple, les articles de votre blog, vous pouvez les remettre aussi dans votre Google My Business. Vous pouvez contrôler les photos. Ne laissez pas Google gérer vos photos complètement tout seul. Alors, attention, malheureusement, il y a des tas de trucs aussi qu'on ne peut pas faire au niveau des photos parce que c'est souvent l'outil Google qui prend les photos lui-même. Et là, vous ne ferez pas de magie. Alors, étape 5, vous devez créer votre premier réseau social correctement. Vous avez fait tout ça, c'est bien fait, etc. Vous êtes trouvable sur Google, vous avez fait un bon site web, vous avez une belle charte graphique, etc., etc. C'est le moment où vous allez créer votre premier réseau social correctement. Sans site web, vous n'avez pas vraiment besoin de faire un réseau social complet parce que qu'est-ce que vous allez y poster des photos de biens qui ne mèneront à rien, dont vous ne garderez pas de traces. Enfin bon, il n'y a pas de logique. Donc, l'objectif de votre premier réseau social est bien entendu, cherchez pas, votre premier réseau social, c'est Facebook. On ne cherche pas, on ne discute pas, on ne pense pas que Facebook génère moins de rendu qu'avant, on ne se pose pas la question, c'est Facebook. Il va vous servir à générer des visites vers votre site web. C'est-à-dire que chaque fois que vous allez faire un post, il y aura un lien vers votre site web d'une façon ou d'une autre. Alors, pitié, un lien raccourci, hein, pas les liens à rallonge de 300 millions de caractères. Je vais répondre aussi à toutes les questions. Ensuite, vous allez vous servir aussi de votre page Facebook pour donner des informations. Je vois plein de pages Facebook où il n'y a même pas vos heures d'ouverture. Bon sang, c'est pas possible ça. Vos heures d'ouverture, votre adresse, les différents services que vous offrez, ça doit être visible directement. Ensuite, vous allez devoir mettre vos biens en avant pour attirer les vendeurs. Alors, pourquoi? Pourquoi mettre les biens? Parce que je sais, il y en a plein qui me disent, moi, je n'ai pas envie de mettre mes biens. Alors, je répondrai aussi à tout ça. Je ne sais plus fermer cette partie, voilà. Donc, pourquoi mettre les biens? Parce que, nom de Dieu, et ça m'énerve de devoir encore le dire, c'est bien joli hein, d'utiliser votre Facebook pour dire que vous êtes le plus grand, le plus fort et le meilleur. Mais en fait, ça, tout le monde s'en fout. En vrai, il faut être lucide. N'oubliez pas, les gens, ils s'en foutent de ce que vous faites en vrai. Les gens s'abonnent à une page Facebook parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Et ils n'ont pas besoin de voir que vous êtes super. Ils n'ont pas besoin. Ils s'en foutent hein, de ça en vrai. On s'abonne à une page Facebook quand on a besoin d'une agence immobilière parce qu'on cherche des maisons. C'est la raison principale pour laquelle on s'abonne à une page Facebook. Donc,
forcément, si vous ne mettez pas de biens, ben, vous intéressez beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de gens. Alors, bien sûr, je sais, vous vous dites, je n'ai pas besoin de mettre les biens sur Facebook pour vendre les biens. On le sait bien. Par contre, si on vous voit partout et si on voit les biens partout sur Facebook, qu'est-ce que le vendeur va se dire? Ah ben tiens, qu'est-ce qu'il en fait des choses pour vendre ses biens, lui? Donc, la personne qui vend une maison va venir vers vous. Alors aussi, sur Facebook, on va se servir de Facebook pour lancer des campagnes. Alors, chose, encore une fois, je sors les rames en permanence. Lancer des campagnes, je dis souvent, sponsoriser vos biens. Et on me dit, oui, je n'ai pas besoin, de toute façon, mes biens, en 3 semaines, ils sont vendus. Je n'en doute pas. Oui, le webinaire sera dispo en replay, ils le sont tous. Donc, je ne doute pas que vos biens se vendent. Par contre, comment voulez-vous augmenter la visibilité de vos biens? Ben, par des campagnes. Et pourquoi augmenter la visibilité de vos biens? Parce que si un vendeur veut vendre une maison et qu'il voit passer une annonce pour une maison qui ressemble à la sienne, eh bien, il fera appel à vous. Vous mettez de l'argent sur les biens que vous vendez pour aller chercher des vendeurs, pas pour vendre le bien. Ce qui signifie également qu'on ne met pas en avant sur sa page Facebook en sponsorisant des biens qu'on n'arrive pas à vendre. Pardon. Permettez. C'est quand je m'énerve. Donc, vous avez obtenu un lot de 10 garages. Or, d'habitude, vous êtes dans les biens de luxe. Est-ce que vous allez mettre en avant votre lot de 10 garages sur Facebook? Non, tout le monde s'en fout. 2, c'est même pas dans votre clientèle. Donc, techniquement, je ne sais même pas pourquoi vous l'avez pris, ce bien. Alors, si vous l'avez pris parce que le propriétaire a des biens de luxe qui correspondent aux vôtres, grand bien vous fasse. Si ce n'est pas le cas, ce bien ne correspond ni à votre audience, donc vous pouvez l'envoyer tant que vous voulez. Vous n'allez pas le mettre en avant parce que les propriétaires de biens de luxe, quand ils vont vous voir vendre 10 garages tout pourris, ils ne vont pas comprendre. Hein. Vous comprenez l'idée. Donc, on met les biens en avant pour attirer les vendeurs et on lance des campagnes pour attirer les vendeurs. Ensuite, vous allez travailler votre notoriété par la création de contenu. Alors, on va voir justement ce que vous devez poster et la fréquence. Donc, c'est en fait… Oups, je suis allée un peu vite. C'est en fait donc l'ordre des choses. Par importance, ce sont d'abord vos biens. Alors, vos biens vont être publiés régulièrement parce que ce sont des publications virales efficaces qui travaillent toutes seules. Vous postez un bien, les gens viennent taguer des amis dessus, les gens viennent critiquer. Alors, je sais, hein, le nombre de fois où on me dit « Oui, Christelle, il faut que tu enlèves ce bien-là, les gens n'aiment pas, ils critiquent en dessous. » Et je vois des fois, il y a 80 commentaires en dessous. Alors, les 80 commentaires, c'est toujours la même chose. Hein, c'est que le bien est trop cher, cette agence vend trop cher. À votre avis, un vendeur, enfin, moi, si je veux vendre ma maison, je vais plutôt la confier à une agence qui arrive à vendre cher ou à une agence qui ne vend pas cher? Pensez aux vendeurs, à toujours. C'est leur vendeur que vous avez en tête. Donc, les critiques, en plus, n'oublions pas, vous avez 80 commentaires. Super. Alors, ça va vous servir à aller trouver votre vendeur et lui dire « Écoute, tu as voulu que je le mette à 300 000 alors que je t'avais dit que c'était 250 000. Voilà ce que les gens disent. Est-ce qu'on passe maintenant à 250 000 ?» C'est un excellent outil pour discuter. Ensuite, plus vous avez de commentaires, plus votre page est considérée comme virale et utile et plus Facebook va la montrer de façon naturelle. Donc, cessez de vouloir supprimer les commentaires négatifs des gens. Bon, les commentaires négatifs à votre rencontre en direct disant que vous avez été une catastrophe sur pattes, ceux-là, on est d'accord qu'il faut faire autre chose. Hein. Ça, c'est dans la modération, etc. Ça fera l'objet d'un autre webinaire. Mais par contre, vos biens, laissez-les vivre. Deuxième étape, vous pouvez aussi poster des conseils. Donc, on est toujours dans l'idée d'offrir un service à la clientèle. On s'abonne à une page Facebook pour avoir des services et le service, c'est aussi le conseil. Donc, si sur votre page Facebook, je trouve régulièrement des conseils, je vais sûrement rester abonné. Alors, ça peut être des conseils qui vont un petit peu s'éloigner, hein, de votre base. Ça peut être des conseils de décoration, ça peut être des conseils d'entretien de maison, ça peut être des conseils qui sont un petit peu éloignés de la vente ou de l'acquisition de biens, mais qui font qu'on se dit que, en tout cas, en matière globale
de immobilier, vous êtes une référence et donc on reste abonné parce qu'on nous donne quelque chose. Et le troisième point, le dernier, et généralement vous faites le contraire, c'est le storytelling. Il ne faut pas oublier donc que on y va doucement là-dessus. Les gens aiment bien entendre parler de vous, mais pas H24. Et certainement pas pour dire « Regardez comme je suis meilleur ». Par contre, de temps en temps, un petit post qui va dire on est super content, on a vendu X bien ce mois-ci. Ben voilà, les gens peuvent petit à petit apprendre à se réjouir pour vous parce que vous leur avez offert plein d'autres services avant. Donc, il faut vraiment offrir plein d'autres choses. Sinon, voir un agent immobilier se féliciter parce qu'il a vendu deux biens, ben, les trois quarts du temps, la personne, elle s'en fout. Alors, le nombre de postes, en fait, vous devez vous demander quelle est la taille de votre agence. Parce que forcément, comme je vous ai dit, en fonction de l'importance de votre agence, ben, vous allez avoir un certain nombre de biens. Alors, vous avez de 1 à 10 biens par an. Ben forcément, je vous ai dit, l'importance, l'élément principal que vous allez poster, c'est vos biens. Donc, vous n'en avez pas beaucoup. Donc, vous allez les poster plusieurs fois par mois. Et ce n'est pas grave, n'oubliez pas que si vous avez par exemple 1000 personnes qui vous suivent, quand vous faites un post, regardez, c'est important, encore une fois, ce sont les statistiques, regardez combien de fois le post est vu par combien de personnes et vous réaliserez qu'il y a peut-être un dixième, peut-être, si vous avez de la chance, un vingtième des gens qui ont vu votre publication. Donc, n'hésitez pas à la reposter. Vous allez aussi ajouter un ou deux conseils et un petit peu de storytelling. Alors, quand vous êtes une petite agence, les gens aiment bien quand même apprendre un peu à vous connaître et apprendre à voir que vous ramez. Je sais, c'est horrible, mais voir que vous apprenez, que vous êtes super content parce que vous avez eu un bien, ils vont quand même encore se réjouir plus facilement quand vous êtes une toute petite agence que quand vous êtes une grosse agence. Hein. Quand vous êtes une grosse agence, vous êtes déjà vu comme une machine. Donc, vous arrivez à peu près 10 postes mensuels. Si vous avez de 10 à 30 biens par an, vous devez avoir tous vos biens plusieurs fois également hein, sur l'année ou le mois. Vous allez donner des conseils plus réguliers parce que vous devenez une agence quand même plus connue. Là, vous allez lancer de la pub mensuelle de façon plus consciente, faire du storytelling un petit peu et on arrive à peu près à 15 posts mensuels minimum. Par contre, vous avez au-delà de 30 biens par an, 30 à 60 biens par an, tous vos biens doivent être mis en avant, plus de la sponsor. Alors, je ne vous dis pas de sponsoriser tous vos biens. On choisit les biens qu'on sponsorise en fonction de leur ressemblance avec ce qu'on veut avoir en portefeuille. Vous allez poster des conseils réguliers, faire de la pub mensuelle, de la pub pure, du storytelling. Et là, on arrive à un post quotidien. Normalement, une agence entre 30 et 60 biens doit avoir un post quotidien. Et encore, hein, c'est un minimum. Alors, je parle oui, c'est important, quand je parle de 30 à 60 biens par an, je parle de 30 à 60 biens vendus. Alors, oups. Je répondrai à toutes les autres questions après. Alors, plus de 60 biens par an. Là, normalement, vous devez avoir au minimum, là, vous devez avoir ou bien toute une équipe en interne de marketeurs. Donc, je pense à certaines grosses agences qui ont graphistes, programmeurs. Il vous faut un graphiste, un programmeur, un community manager, un spécialiste en sponsorisation. J'oublie quelqu'un, hein, je suppose. Oh, bah, un stratège quand même. Enfin bon, vous voyez un peu l'idée, vous avez au moins une équipe de 5 personnes qui bossent pour vous ou alors vous travaillez avec une agence. L'un dans l'autre, au-delà de 60 biens par an, on ne laisse pas sa communication gérer comme on veut. Hein. Alors, je n'oublie pas les questions. Hein. Je vois qu'il y en a plusieurs qui me répètent plusieurs fois les mêmes questions. Je les ai vues. J'y répondrai. Alors, étape 6, vous allez installer des outils pour le remarketing. Alors, le remarketing, qu'est-ce que c'est et pourquoi je le mets si tôt? Même pour une toute petite agence, c'est important d'avoir déjà du remarketing. Alors, le remarketing, je rappelle, c'est un visiteur qui arrive sur votre site web une fois. En fait, on a mis sur votre site web un outil qui permet de déposer dans son navigateur ce qu'on appelle un cookie. Vous savez, vous acceptez les cookies, ben, c'est ça.
Donc, on dépose dans son navigateur un cookie. Le visiteur quitte votre site web et ensuite, il revoit la pub à propos de vous, une pub que vous aurez choisie ailleurs. Alors, ça, en fait, à un moment, il va cliquer dessus et il va revenir sur votre site web. Et là, il devient un returning visitor. Comment on appelle ça en français? Un visiteur qui revient. Et ça, aux yeux de Google, c'est bien. Avoir des visiteurs qui reviennent régulièrement, c'est positif. Donc, le remarketing est utile. Alors, pourquoi je vous mets le remarketing à cette étape? Et même dès que vous avez un petit site, parce que le remarketing, c'est moins cher, c'est une des pubs les moins chères, puisqu'en fait, par exemple, souvent, même pour des grosses agences, on va mettre dans les 75 € par mois. Et en fait, on va payer au clic, au nombre de clics. Donc, parfois, on ne dépense même pas les 75 € parce que vous n'allez pas toujours avoir des gens qui vont revenir. Et le coût est vraiment est vraiment sympa. C'est un des coûts les plus sympas de Google, si je parle de remarketing Google. Mais le remarketing, il existe donc sur Google. Vous pouvez le faire sur Facebook, sur LinkedIn, sur YouTube. Alors, je l'ai mis à part, mais concrètement, c'est via Google. Donc, vous allez pouvoir faire du remarketing sur ces différents supports. Alors, on commence plutôt par le remarketing Google sur le display Google. Le display Google, c'est quoi? C'est tous les espaces où Google a pris de l'espace sur d'autres sites. Et en fait, vous choisissez d'aller placer votre annonce dans le réseau display et Google va mettre votre annonce, par exemple. Avant, ImoWeb avait un endroit avec du display Google. Bon, ils l'ont enlevé, mais vous pouvez très bien avoir votre petit encart sur la Meuse, etc., etc. C'est du remarketing. Alors, étape 7, une fois qu'on a créé le remarketing, enfin créé les possibilités de remarketing, il va falloir créer les campagnes de remarketing. Alors, au départ, vous ne prenez pas la tête, faites une campagne de remarketing de pure notoriété. Les gens sont sur votre site web, essayez déjà qu'ils se rappellent de vous. Donc, un post avec votre logo et un petit message, c'est déjà très bien. Et vous allez pouvoir le mettre un petit peu partout sur le display. Alors, la difficulté du display, c'est que, comme vous le voyez, ça, c'est ce que je vous ai mis comme illustration, c'est le nombre de formats qu'il faut pour pouvoir aller en display. Donc, vous faites une pub et il faut la décliner dans tous ces formats pour pouvoir l'injecter dans Google parce que Google a besoin de tous ces formats divers pour le mettre en display. Donc, ça veut dire qu'en niveau graphisme, ça prend un petit temps. Alors ensuite, petit à petit, vous allez commencer à apprendre à vraiment traquer votre audience et la trier. Donc, vous allez savoir quelle est votre audience qui est en recherche de biens, quelle est votre audience qui veut vendre un bien. Vous allez savoir aussi qui est votre audience qui finalement s'est juste intéressée à quelques articles mais ne vous connaît pas particulièrement. Et donc, on va traquer en fonction des objectifs de chacune de ces personnes et leur proposer des displays différents. Donc, normalement, vous devriez avoir 4-5 campagnes display qui tournent différentes quand vous êtes une grosse agence. Alors, l'étape 8. L'étape 8, c'est le plan de mailing marketing. Là aussi, je suis toujours très étonnée. Je demande aux gens, vous avez combien de contacts dans votre base de données? Et il y a plein de gens qui ne savent pas. Je suis sciée quand j'entends ça. Si ça se trouve, vous avez dans vos contacts, je ne sais pas moi, 15 000, 20 000 personnes qui dorment et vous n'en faites rien du tout. Ce sont des gens qui ne viennent pas forcément sur vos réseaux sociaux. Ce sont peut-être des gens qui ont eu un contact avec vous autrefois, qui vous ont posé une question et on n'en fait rien. Donc, vous devez absolument, absolument utiliser cette base de données pour créer des vraies campagnes de mailing. Alors, ça sert vraiment, franchement, c'est super efficace, super efficace. Vous devez avoir un objectif, trier votre base de données en fonction, par exemple, tous vos propriétaires, tous ceux que vous avez eu en contact en tant que propriétaire, tous vos locataires, tous vos acquéreurs, les primo-acquéreurs, les gens qui ont acheté leur première maison avec vous. Les gens qui ont acheté leur première maison avec vous, ils devraient déjà avoir des mails réguliers pour prendre de leurs nouvelles et pour leur proposer peut-être d'autres biens un petit peu au-dessus dans la gamme, etc., etc. Il y a quand même tout un travail à faire pour leur donner aussi des conseils. Par exemple, ils ont acheté une maison une année,
l'année suivante, ils devraient recevoir un mail pour leur dire, je ne sais pas moi, de ne pas oublier de faire l'entretien de leur chaudière ou autre. Vous voyez un peu l'idée. Encore une fois, vous devez utiliser vos mails de façon efficace et utile. Donc, si vous n'offrez pas un contenu intéressant, les gens pour voir votre pub et lire est-ce que vous savez tout ce que notre agence fait pour vous? Le propriétaire qui a déjà vendu la maison avec vous, il le sait. L'acquéreur, il s'en fout. Donc, en gros, vous devez offrir un contenu qui va les intéresser. La donnée de est-ce que vous savez tout ce qu'on fait pour vous, elle doit être dedans, mais ça ne doit pas être le message principal. Vous devez avoir un vrai message principal du genre, je ne sais pas moi, êtes-vous informé des nouvelles réglementations? Êtes-vous en ordre de PEB? Enfin, j'en sais rien, mais voyez un peu l'idée. Avez-vous fait réviser votre citerne, etc., etc. Alors, on doit exploiter aussi les résultats d'une campagne. Alors là, j'ai pris une toute petite campagne de mon blog qui est parce que en fait, quand on adresse bien ces campagnes, on va les adresser aussi à des toutes petites bases de données. Hein. On n'a pas besoin. Si par exemple, je veux envoyer un mail à mes 10 derniers acheteurs, forcément, je vais envoyer 10 mails. Ou à tous les acheteurs de l'année ou à tous les vendeurs de l'année, etc. Donc ici, je vous montre simplement comment on utilise une base de données. Donc là, ce sont une base de données, les résultats d'un mailing. Ici, ce sont les résultats d'un mailing. Il y a 54 ouvertures du mail. Il y a 11 clics, donc il y a 11 personnes qui ont cliqué sur des liens. Je vais réexpliquer à quoi ça sert. Bounce, c'est qu'il n'est pas arrivé en fait, donc ça n'arrive pas, on s'en fout. Et il n'y a pas eu de personne qui s'est désabonnée. Alors, je sais qu'on hésite souvent à envoyer des mails parce qu'on a peur d'avoir des désabonnés. S'ils se désabonnent, c'est qu'ils n'ont pas d'intérêt à avoir des nouvelles d'une agence immobilière du tout. C'est-à-dire que ou bien votre contenu n'est pas pertinent, n'est pas intéressant et voilà. Et du coup, posez-vous déjà la question. Quand on a beaucoup de désabonnés, on doit quand même d'abord se demander si on n'a pas emmerdé tout le monde. Mais si vous n'avez que quelques désabonnés de temps en temps, ça peut être aussi quelqu'un qui a la maison de ses rêves, qui ne la vendra pas, qui n'a rien à voir, qui ne veut pas acheter une autre et qui, dans un premier temps, ne réfléchit pas qu'un jour, peut-être, il aura la maison de ses parents à vendre, par exemple. Alors, vous le retrouverez plus tard, hein, il reviendra vers vous plus tard. Et puis ensuite, vous avez la liste ici des gens qui ont ouvert le mail. Mais vous pouvez aussi aller sur Clicked et voir sur quoi les gens ont cliqué. Vous pouvez savoir précisément ce que les gens ont cliqué. Donc, s'il y a quelqu'un qui a cliqué sur quelque chose de pertinent, vous pouvez carrément l'appeler en disant « Tiens, voilà, je vois que vous êtes renseigné sur ce qu'on pouvait faire pour vous pour la vente d'un bien immobilier. Est-ce que je peux vous renseigner plus amplement? Est-ce qu'on voulait qu'on se rencontre, etc. etc. » Bref, c'est tourner votre exploitation de base de données vers de la prospection. L'étape 9, entretenir votre blog. Donc, votre blog, il va devoir répondre à des questions classiques. Encore une fois, le nombre de fois où je vois des agences qui ne parlent que d'elles sur leur blog, annoncer que vous venez de refaire la déco de votre bureau. Est-ce que vous, honnêtement, posez-vous la question, est-ce que ça vous intéresse de savoir, je ne sais pas moi, que votre banquier a refait sa déco? Vous en foutez hein, de savoir que votre banquier a refait sa déco. Par contre, ce que vous voulez savoir, par exemple, de votre banquier, c'est s'il a un bon tuyau. Et bien voilà, c'est ça que vous devez mettre dans votre blog. Réfléchissez en tant que utilisateur, pas en tant que créateur. Donc, vous allez répondre à des questions classiques parce que vous voulez revenir dans les résultats dans votre région. Donc, par exemple, si vous mettez que dois-je faire pour être en ordre de PEB, ça peut être le titre de votre article. Bon, là, c'est un peu long. Et puis, vous faites votre article qui doit être correctement référencé, comme on l'a vu dans le dernier webinaire, qui doit être sur Flexforimo. Je ne sais pas s'il y est déjà. Mais donc, votre article doit être parfaitement référencé parce que quand quelqu'un va rechercher des informations PEB dans votre région, il va peut-être tomber sur votre article, ce qui est plutôt bénéfique. Et c'est aussi quelque chose donc, qui va servir d'outil pour ramener des visiteurs sur Google, mais aussi sur vos réseaux sociaux. Vous allez partager votre article sur votre réseau social et les gens, pour lire l'intégralité de l'article, vont cliquer et aller sur votre site web et donc vont être remarketés. Et donc, c'est vraiment l'objectif. Hein. Chaque fois qu'on fait un post, on pense à emmener les gens sur le site web
pour qu'on puisse les remarketer. En plus, donc, ça va vous géolocaliser. Donc, votre blog doit parler de votre région, donner des informations sur votre région pour que les gens puissent un maximum vous lier à votre région. Étape 10, vous pouvez ensuite développer un second réseau social. D'abord, je vais vous conseiller, donc, comme je vous l'ai déjà dit, LinkedIn, pour aller toucher les architectes, les promoteurs et les agents immobiliers si vous voulez faire du recrutement. Alors, l'étape 11, vous allez lancer des campagnes sur Facebook, donc avec le Facebook Ads Manager, donc dans le Business Manager. Et alors là, si vous n'avez pas de budget, s'il vous plaît, visez local. Quand je demande, OK, on vise quelle région et qu'on me répond, je le répète, hein, je me répète souvent, et qu'on me répond toute la région de Bruxelles, d'accord, et qu'est-ce que tu as comme budget? 100 euros. 100 euros toute la région de Bruxelles. OK. Donc, ou 200, hein, c'est carrément ridicule. Ridicule. Je vous montre pourquoi. Quand on crée un ensemble de publicités, hein, on va avoir, comme vous voyez là, la portée potentielle. Donc, si ici, évidemment, l'exemple est excessif, hein, c'est le Canada. Donc, portée potentielle, si vous visez le Canada, vous aurez 24 millions de personnes. Si vous visez Bruxelles ou pire, la région bruxelloise, vous allez avoir une audience définie par Facebook qui vous dit, OK, voilà, sur la région bruxelloise, j'ai tout ça. Super. Alors, vous allez bien sûr réduire avec les âges et des choses comme ça, mais vous allez avoir peut-être, je ne sais pas combien, de centaines de milliers de personnes. Et donc, vous avez 200 balles. Il y a les résultats quotidiens estimés en fonction de votre budget. Donc, vous allez peut-être parfois toucher tellement peu de personnes. Peut-être, je ne sais pas moi, sur 200 000 personnes, vous allez peut-être toucher, je ne sais pas, 600-700 personnes et vous allez les toucher qu'une fois. En quoi c'est objectif, en quoi c'est utile? Il n'y a que dalle. Vous ne vous faites pas connaître, vous ne rentrez pas dans l'esprit des gens, vous ne rentrez pas dans leur quotidien. Si vous voulez vous faire connaître, les gens, ils doivent vous voir plein de fois. Et pour vous voir plein de fois, il faut réduire l'audience en fonction de votre budget. Moins vous avez d'argent, plus vous ciblez petit. Et puis, vous grandirez quand vous aurez grandi. Mais cessez de vouloir conquérir tout Bruxelles si vous avez l'argent pour conquérir votre quartier. Ça ne sert à rien. C'est complètement c'est inutile, en fait, parce que vous jetez vraiment de l'argent par les fenêtres quand vous faites ça. Alors, étape 12, lancer des campagnes AdWords. C'est la même chose. Il faut pour ça avoir le pouvoir financier de se placer dans la concurrence. Donc, il faut un budget minimal de 300 euros par mois. En dessous, vous allez pouvoir faire des annonces et on va vous voir dans les résultats de recherche à certaines heures du jour. Sauf que vous ne saurez pas trop bien ce que ça donne précisément. C'est vraiment à partir de 1 000 euros par mois sur Google que vous allez vraiment avoir d'excellents résultats. Il faut vous dire qu'il y a des gens sur Google qui mettent 10 000 euros par mois. Hein. Donc, comme Google, la présence dans le résultat de recherche, c'est en fait déterminé par des enchères, vous vous doutez bien que si votre concurrent direct il met 10 fois plus que vous serez là de temps en temps, mais vraiment très rarement. Donc, voilà, c'est un peu une difficulté. Alors, étape 13, vous envisagez ensuite les autres réseaux sociaux. Je vous en ai mis plein là, mais attention, c'est très important. Ne vous perdez pas, s'il vous plaît. Ça ne sert à rien d'essayer d'investir tous les réseaux sociaux d'un coup. Tout le temps que vous perdez là-dessus, c'est le temps que vous perdez à ne pas aller en mandat, à ne pas aller en rendez-vous, à ne pas aller vendre des biens, etc. Or, c'est plus important de faire votre boulot que de jouer à être marketeur. Si vous avez envie de lancer tous ces réseaux sociaux-là, demandez-vous si vous ne voulez pas plutôt être marketeur et arrêtez d'essayer de vendre des maisons. Soyez marketeur, venez travailler chez nous. On cherche toujours des gens, on n'en trouve jamais assez. Vous pouvez venir bosser chez nous si c'est ça votre kiff. Mais n'oubliez pas que le temps, c'est de l'argent. Le temps que vous perdez à chipoter sur Instagram parce que vous avez envie d'être Instagrammeur, réfléchissez, quoi. Ou alors faites ça en activité ludique pour le plaisir sur le côté. Alors, n'oubliez pas que quand on bosse vraiment dans le marketing et qu'on veut vraiment bien gérer sa com, on doit monitorer sa communication. Donc, vous devez aller sur Google Analytics très souvent.
Ne pas avoir Google Analytics, c'est comme, je disais, faire une course sans chrono et puis après vous dire je crois que ça a bien donné. Hein. Ah ouais, je pense, j'ai super bien été. Ça ne va pas, hein. Ça ne fonctionne pas comme ça. Finalement, vous êtes sur les réseaux sociaux et sur le digital parce que ça vous permet de savoir les résultats de vos campagnes. Or, vous vous comportez comme avec la presse où vous publiez et puis allez à Jacques Test, espérons que des clients arrivent. Si vous ne pouvez pas monitorer ça n'a aucun intérêt. Donc, on se sert de Google Analytics, on vérifie en fonction des campagnes qu'on fait. Hein, vous faites une campagne pour, je ne sais pas moi, pour mettre en avant vos services. Ben, combien de personnes vont arriver sur vos services? Évidemment que vous allez avoir plus de gens sur vos services, par exemple, que sur votre page recrutement qui est hyper qualifiée. Ou bien alors, vous allez vraiment suivre tous les détails de l'activité des gens. Vous allez pouvoir voir s'il y en a beaucoup qui viennent voir les biens, quels sont les biens qui marchent le mieux, qui sont donc du coup les plus recherchés. Vous allez pouvoir également voir qui remplit un formulaire, combien de personnes arrivent sur la page de remerciement pour avoir rempli un formulaire, etc. etc. Ensuite, je vous conseille aussi, si vous voulez vraiment vous lancer dans le marketing tout seul et devenir marketeur, d'utiliser SEMrush, qui est un outil, lui, qui va vous permettre de prendre votre site web, de le comparer avec votre concurrent. Alors, vous pouvez déjà le faire pour jouer au début, parce que le souci, c'est que c'est gratuit pendant quelques heures et puis après, on vous bloque tout et c'est très cher, SEMrush. SEMrush vous permet de prendre votre site et votre concurrent direct et de voir quels mots-clés votre concurrent travaille, ce que vous pouvez faire, là où vous gagnez, là où il gagne, etc., etc. Ça permet de faire des chouettes comparaisons. Alors, les outils de gestion aussi, pour vous faciliter la vie, la communication, comme vous avez vu, c'est toute une sorte de microcosme et je ne sais plus quel mot je voulais utiliser. C'est vraiment un univers, en fait, avec des planètes qui sont interconnectées et c'est difficile de ne pas s'y perdre. Alors, pour ne pas s'y perdre, l'outil principal que la plupart des agences utilisent, c'est Hootsuite. J'ai vérifié, ça se dit Hootsuite. Ne me dites pas que ce n'est pas juste. Donc, Hootsuite, qui va vous permettre en fait de tout planifier. Je vais vous montrer juste après. Je pense que j'ai fait une capture d'écran. Vous avez Buffer en moins cher qui va vous permettre de programmer là uniquement vos posts. Tailwind qui est pas mal pour la programmation sur Pinterest si vous voulez développer Pinterest. Et Feedly qui est un outil où vous allez pouvoir monitorer votre veille. Et donc, par exemple, vous abonner à tous les feeds qui parlent d'immobilier, real estate, etc., etc. Et avoir les toutes dernières nouvelles qui sortent. Donc, vous n'avez pas besoin d'attendre qu'un de vos concurrents partage un article de la Libre qui annonce le prix des biens en Belgique et gna 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 gna. Non, vous serez informé avant puisque vous êtes abonné à Feedly. Alors, je vous ai fait, enfin non, je mens. Eva, chez nous, une de nos graphistes, vous a fait une infographie qui vous permet normalement de vérifier, de checker. Vous n'avez plus qu'à aller faire des petites croix pour voir, OK, ça j'ai, ça c'est bien, je l'ai bien fait, etc., etc. Et donc, vous pourrez constater que vous avez vraiment un centre névralgique qui est votre site web et qu'autour de ce site web, vous avez tous les éléments dont on a parlé. Donc, vous allez avoir Google My Business, vous allez avoir votre base de données, vous allez avoir donc Google SERP, c'est la Google, enfin c'est les résultats de recherche, ça s'appelle la Google SERP. Vous allez voir le référencement naturel, le référencement payant, le remarketing, le content marketing et tout ça ramène vraiment vers votre site web. Ça va vous permettre vraiment de voir ce que vous avez, ce que vous n'avez pas et ce que vous voulez développer et ce que vous ne voulez pas développer et de vous dire, OK, je laisse déjà tomber ça et je vais faire étape par étape. Comme je vous l'ai dit, on fait les choses étape par étape. On n'essaye pas de se précipiter à tout faire en même temps, sinon on fait n'importe quoi. Alors maintenant, je vais répondre rapidement à toutes vos questions. Est-il possible d'avoir un audit de son marketing déjà en cours? Oui, c'est un service qu'on fait très, très régulièrement. Au niveau des tarifs, c'est en fonction du nombre de réseaux que vous avez, évidemment, puisque si on doit analyser un seul réseau ou si on doit en analyser 4, c'est forcément différent. Donc, c'est en fonction du nombre de réseaux à analyser et forcément, si vous avez bien un site web. Et pour ça, on demande, par contre, à avoir accès à toutes vos stats. Donc, pendant un instant, on demande à avoir accès donc, en tant qu'analyste.
à vos statistiques. Et oui, on fait des audits. Bien sûr, c'est souvent une base de travail pour voir ce qu'on va faire avec une agence immobilière. Alors, quelle est d'après moi la fréquence idéale de publication sur Facebook? Je vous l'ai dit, c'est en fonction de votre taille et de vos possibilités, puisque déjà quand on est une petite agence, par exemple, je crois qu'il faut être lucide, ne passez pas 50 ans de votre vie sur les réseaux sociaux. Il vaut mieux être en train d'aller chercher des gens et de faire de la pure prospection et donc d'être dans les fêtes de village, dans les BNI, etc., etc. Il vaut mieux être là-bas qu'être en permanence sur vos réseaux sociaux. Ensuite, par contre, il faut être hyper actif, bien sûr. Voilà, il y a plein de questions sur le budget conseillé pour la sponsorisation Facebook des biens. Honnêtement, comme je vous ai dit, la sponsorisation Facebook des biens n'a pas pour objectif de vendre le bien. Ce qui veut dire, oui, bon, alors pour tous ceux qui doivent quitter la réunion, je sais que j'ai un peu traîné comme chaque fois, mais c'est un plaisir. Et oui, on va rediffuser la fin et les réponses aux questions. Les réponses aux questions, ça suffira. Donc, pour le budget de la sponsorisation des biens, comme votre objectif, ce n'est pas de le vendre, mais d'être vu, vous allez plutôt déterminer en fonction de votre budget. On va décider, OK, on va, je sais pas moi, on va peut-être mettre 200 € par mois sur les biens. Et par exemple, nous, c'est les community managers chez nous vont choisir les biens qu'elles vont mettre en avant et qu'elles vont sponsoriser en fait. Donc, elles vont sponsoriser les biens qui ressemblent vraiment à la cible de biens que l'agence souhaite avoir. Après, ça arrive évidemment qu'un agent nous appelle en nous disant « mets quand même un peu de budget sur tel bien parce que le client a plein d'autres biens et j'aimerais bien les avoir. Il faut que je lui montre qu'on l'a sponsorisé. » Donc, voilà. Donc, c'est vraiment cette question-là. Et ce qu'on va faire, par exemple, vous allez décider que vous avez 200 € et la community manager va peut-être mettre, ça dépend, 10 € sur 20 biens ou 20 € sur 10 biens en fonction, en fait, de la zone que vous voulez toucher, encore une fois. C'est ça qui est important. Si vous voulez toucher tout Bruxelles, mettre 20 € sur un bien, c'est vraiment pas grand-chose. Voilà. Donc, maintenant, il vaut mieux quand même avoir une certaine récurrence et que les gens aient l'impression de voir plein de biens différents plutôt, et c'est pour ça que je préfère avoir une petite zone, vraiment, vraiment, plutôt que… parce que si on a une petite zone et qu'on sponsorise 20 biens avec une petite somme, les gens, ils ont l'impression que vous avez 50 000 biens en vente puisqu'ils les voient tout le temps. Et ils ont l'impression que vous êtes là tout le temps et ils se disent, bon sang, cette agence-là, elle est dynamique. Alors que c'est juste parce qu'ils sont dans le bon ciblage, etc. etc. Donc, voilà. Le budget en fonction des biens, c'est à définir, à réfléchir et ça se décide. Et puis après, on essaye de rester régulier. Alors, si on reposte un article de notre blog sur Google Business, pas de risque d'être considéré comme un doublon. Alors, si, toujours. Ce qu'on fait, c'est qu'on va modifier pas mal de mots au milieu du texte. On va peut-être réorganiser le texte autrement, etc. On va faire un petit quelque chose, en tout cas, pour réussir à quand même avoir un article légèrement différent. Alors, comment on fait les fameux liens raccourcis comme Bitly? On va sur Bitly. Alors, par exemple, Bitly, en fait, c'est un outil qui se trouve sur un site qui s'appelle Bitly. Vous allez sur Bitly, vous mettez votre lien, vous faites raccourcir le lien et vous avez un lien Bitly. Sinon, un outil, par exemple, comme Hootsuite va directement réduire tous les liens que vous lui filez. Il y a aussi… il y en a plein d'autres, hein. Mais c'est vrai que Bitly est le plus connu et Hootsuite utilise Owly. Donc voilà, vous pouvez réduire vos liens par là, ce qui ne vous fait pas des trucs un peu trop longs, moches. Alors, pour la publication des biens sur Facebook, lien vers notre site ou publication des photos et descriptifs. Comme j'ai dit, toujours des liens vers votre site web. Alors, si vous n'avez pas envie d'avoir 50 000 questions, vous allez écrire tout un tralala pour décrire votre bien, mais vous allez laisser de l'espace pour des questions en remettant quand même un lien vers votre site web. N'oubliez pas que
Quelqu'un qui lit uniquement votre annonce et qui ne clique pas sur le lien, vous ne pouvez pas la ramener sur votre site web et donc il n'y a pas de remarketing. Or, le remarketing, comme vous l'avez vu dans la stratégie digitale, je l'ai mis très haut dans les priorités parce que c'est pas cher et je vous dis, il faut ramener les gens un maximum sur votre site web pour ça. Alors, publication des photos et descriptifs, de toute façon, vous publiez les photos et le descriptif. C'est vraiment essentiel. Alors, vous allez peut-être mettre que 5 ou 6 photos et dire pour plus de photos, cliquez là. Ou vous allez peut-être mettre toutes les photos et par contre dire toutes les informations sur ce bien se trouvent à tel endroit, etc., etc. Donc, il va falloir le faire un peu différemment. Alors, poster les témoignages de clients sur un site internet, c'est toujours rassurant. C'est très bien. Je trouve par exemple que Real Advice, c'est pas mal. Ça permet d'avoir quand même pas mal de retours des clients et d'avoir des avis à poster. C'est bien d'avoir de toute façon des témoignages clients parce que c'est rassurant. Maintenant, c'est bien d'avoir des témoignages clients qui ont l'air super crédibles et c'est un petit peu la difficulté. Alors, sinon, de toute façon, vous pouvez aussi demander à vos clients et les poster sur Facebook. Alors, pour faire les mailings, si vous avez Wise, on peut faire les mailings gratuitement dans Wise, qui n'est pas mal hein, parce que c'est gratuit. Sinon, vraiment, le plus efficace, c'est Mailchimp. Maintenant, Mailchimp a un coût en fonction de votre base de données. Si elle est très importante, ça peut commencer à coûter un peu, voire parfois beaucoup. Donc, c'est vraiment très important d'utiliser Mailchimp selon moi parce qu'au niveau de la présentation des biens, de la présentation de vos newsletters, vous allez vraiment pouvoir faire des choses beaucoup plus originales. Vous allez pouvoir faire des newsletters qui sortent un peu de l'ordinaire. Wise est un petit peu plus limité là-dedans ou alors vous pouvez programmer par avance en HTML et l'intégrer après, mais ça devient plus compliqué. Et au niveau du suivi, vraiment, Mailchimp est top parce que dans Mailchimp, vraiment, vous pouvez vraiment voir qui a cliqué sur quoi, à quel moment, qui vous a banni, etc., etc. C'est quand même sympa. Alors, serait-il possible de faire un webinaire sur comment créer une newsletter? Tout à fait. Je peux vous montrer plusieurs solutions. En effet. Il ne faudra pas que je l'oublie. Hein. Alors, une idée de prix minimum, maximum pour un audit, ça va parce que généralement, quand on vous sort un audit, il y a aussi tout un plan pour ce que vous devriez améliorer. Je dirais, allez, si vous n'avez qu'un site et un réseau, je dirais qu'on tourne, je calcule en temps en fait, hein, moi je ne calcule pas. Un site et un réseau, on peut aller vraiment dans les 500 € peut-être à peu près, et puis on peut aller jusqu'à 1500 €. En moyenne, les gros audits sont dans les 1500 € pour avoir toute l'analyse de tous vos réseaux sociaux, mais vous vous retrouvez avec une analyse qui fait peut-être 30-40 pages et un plan développé. Alors, est-ce bon pour le référencement naturel d'avoir pris avant un référencement payant? De toute façon, nous, quand on sort un site web, on conseille toujours de faire du référencement payant puisque votre site n'est pas référencé au départ et que vous n'avez pas vraiment de possibilités à ce niveau-là. Donc, oui, bien sûr que c'est pas mauvais du tout. Google ne va jamais vous pénaliser de lui avoir donné de l'argent. Hein. Faut pas oublier, ça reste Google. Donc, il ne va pas vous punir. Par exemple, j'ai souvent entendu dire que quand on sponsorisait sur Facebook, après, on était toujours obligé de sponsoriser. C'est absolument faux. Pour ma part, sur mon blog, je sponsorise, puis je ne sponsorise plus et ça ne change absolument rien. Évidemment, c'est un peu plus vu quand c'est sponsorisé, mais mes publications naturelles ne chutent pas pour autant. Par contre, attendez, parce que je lis en même temps plein de questions. Alors, au niveau du référencement naturel, il faut quand même compter 6 mois. Je lis d'autres questions là, oui, donc il faut compter 6 mois. Alors, au niveau des autres logiciels immobiliers, je vous avoue que je connais assez peu pour ma part, donc je connais un peu Omnicasa et je connais assez peu SweetBright, mais par contre, nos programmeurs les utilisent énormément.
Je vois les questions qui s'égrènent. Donc, je ne connais pas bien leurs possibilités au niveau des mailings, etc. Donc, par contre, si eux, je sais qu'il y en a de temps en temps qui suivent une formation, si eux peuvent me contacter pour m'expliquer ce qu'ils peuvent faire en interne, voilà, comme ça, pourquoi pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais voilà, pour le moment, j'aime bien, moi, utiliser Mailchimp. Donc, je sais que le côté gratuit est forcément intéressant. Alors oui, dans un audit, bien sûr qu'il y a un rapport avec tout ce que vous devez améliorer. Donc, en fait, avec nos outils, on analyse chaque élément et puis votre communication passe chez les graphistes, chez les programmeurs, chez les experts UX, chez les community managers et chez les stratèges pour vraiment arriver à un rapport complet de ce qui va pas, etc. Alors, j'ai encore ce problème de disparition de ma flèche. Mais enfin. Alors, donc pour ceux qui ont raté le début du webinaire, oui, il va être. Donc, je répète, tout se trouve toujours sur Flex4Imo, le groupe Facebook. Il faut vraiment vous abonner au groupe Facebook parce que c'est là que vous avez les invitations aux séances et les rediffusions et les slides. Alors, je crois que j'ai fait. Alors, faut-il prendre la version payante? Oui, je vois encore d'autres questions. Le nom sur Facebook du groupe, c'est Flex4Imo. Je crois que je l'ai mis juste après. Oui, je l'ai mis. Donc, abonnez-vous à Flex4Imo. Donc, le prochain webinaire, c'est vendredi. C'est pour optimiser votre compte personnel et votre page Facebook. On va voir comment vous pouvez faire pour que les deux soient plus efficaces, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, c'est Flex4Imo, tout simplement comme ça. Alors, est-ce qu'il faut prendre la version payante de Feedly? C'est comme pour tout, hein, ça va toujours plus loin quand c'est payant, mais essayez déjà la gratuite et vous verrez si elle vous convient. Au-delà de ça, bon, ça dépend vraiment au cas par cas. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Je crois avoir répondu à toutes les questions parce qu'elles se recoupent un peu toutes. Donc, normalement, j'ai répondu. Ou alors, si je n'y ai pas répondu, c'est que j'y ai répondu plus tôt dans la formation. Donc, je vous propose de la revoir pour vraiment bien comprendre. Je vous retrouve avec plaisir vendredi pour une optimisation de compte et de page Facebook. Et non, s'il vous plaît, ne vous dites pas que vous avez déjà tout bien fait. Ma main au feu que ce n'est pas le cas. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve probablement vendredi.